La 28e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est ouverte lundi à Genève. À cette occasion, le Conseil national des droits de l'homme présentera sa contribution au 4e rapport périodique au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, nous informe le matin. Le but étant de dresser un bilan sur la situation de ces droits au Maroc et formuler ses avis et ses recommandations en la matière. Aujourd'hui, le Maroc dévoile les grands contours de la nouvelle stratégie de l'emploi, une stratégie qui se fixera un objectif de 200 000 nouveaux emplois par an pour contrecarrer l'accroissement de l'inactivité féminine, la multiplication des chômeurs et du nombre de personnes sous-employées. Les 3/4 de ces emplois devront être créés dans le secteur des services aux entreprises, aux personnes et à l'environnement, avec une réorientation de la croissance vers des métiers nouveaux basés sur la connaissance et la protection des écosystèmes naturels du pays. Autre sujet qui retient l'attention de la presse nationale, le logement de fonction. Le quotidien Les Échos nous apprend qu'une nouvelle grille des indemnités pour le logement de fonction a été finalisée par 3 départements en faveur des 9 corps de la hiérarchie des agents d'autorité. En cas d'adoption du projet de décret qui sera à l'ordre du jour du prochain Conseil du gouvernement, l'effet rétroactif sera activé pour les indemnités à partir de janvier 2012. Une telle décision ne pourrait que nuire à la popularité du gouvernement, conclut le journal. Après le franc succès de l'exposition du Louvre sur le Maroc médiéval, la Fondation nationale des musées capitalise sur cette expérience parisienne en donnant une seconde vie à cet événement à très forte charge symbolique et historique. L'économiste nous informe que le Maroc médiéval, un empire de l'Afrique à l'Espagne, sera ouvert aujourd'hui par la princesse Lalla Meriem à Rabat. Il s'agit d'un voyage inédit du XIe au XVe siècle à travers l'âge d'or des dynasties des Almoravides, des Almohades et des Mérinides. Et lointain titre sur le blocage politique en Algérie. Le statu quo au sommet de l'État perdure, figeant le pays dans une posture pour le moins dangereuse selon plusieurs analystes. Les derniers développements politiques font par ailleurs croire que les équilibres sont rompus au sein du régime, prenant en otage une société dont les cris d'alarme butent contre l'autisme du pouvoir, conclut le journal. Le gaz de schiste continue à faire couler beaucoup d'encre en Algérie. 60 jours après la montée au créneau du front anti-gaz de schiste, la situation à Ain Salah est encore loin de s'apaiser, lit-on dans Liberté. On apprend qu'un général sera dépêché aujourd'hui à Ain Salah pour tenter de désamorcer la situation. Le collectif anti-gaz de schiste lui fera part des dépassements qui ont été commis et va réitérer sa détermination à poursuivre son mouvement pacifique jusqu'à l'arrêt du projet d'exploration du gaz de schiste. Obama-Netanyahou, le grand divorce, peut-on lire en une du Monde. Le premier ministre israélien doit s'exprimer aujourd'hui devant le Congrès américain pour s'opposer à un éventuel accord sur le nucléaire iranien. Netanyahou, qui se dit en mission historique, a été invité par les républicains aux grandes dames de la Maison-Blanche. Il ne sera pas reçu par Barack Obama. Ce voyage aux États-Unis à 2 semaines des législatives en Israël marque une dégradation sans précédent des relations entre les deux alliés. On apprend par ailleurs que les négociations sur le nucléaire iranien qui reprennent à Genève entrent dans une nouvelle phase. Il reste 1 mois pour parvenir à un compromis. Le Figaro s'intéresse à la politique de l'enfant unique en Chine. Bien que cette politique ait été assouplie, le vieillissement de la population chinoise se poursuit. Le phénomène véritable bombe à retardement démographique pour Pékin s'est même accentué en 2014, écrit le journal. Et aujourd'hui, malgré les incitations des autorités, peu de couples urbains sont prêts à avoir un 2e enfant.